Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter la loi de Newton qui donne le flux thermique d'un système incompressible plongé dans un fluide à température constante et nous allons voir comment cette loi de Newton permet d'établir une équation différentielle qui va nous donner l'évolution de la température de ce système. Vous devez, avant de commencer, être familier avec le premier principe de la thermodynamique, les différents modes de transfert thermique et la notion de flux. Vous pourrez revoir les 3 vidéos que j'ai faites sur ce sujet. On considère donc un système incompressible, par exemple une quiche, plongé dans un milieu fluide à température constante, par exemple l'air. Si la température du milieu extérieur, notée T, TH, est supérieure à la température initiale TI du système, c'est-à-dire par exemple on vient de mettre la quiche au four, le système quiche va recevoir de la chaleur par convection et ou conduction. Sa température va augmenter jusqu'à atteindre la température du milieu extérieur. Le flux de chaleur sera positif. Si la température du milieu extérieur est inférieure à la température du système, on vient par exemple de sortir la quiche du four, le système quiche va perdre de la chaleur par convection et ou conduction. Sa température va diminuer jusqu'à atteindre la température du milieu extérieur. Le flux de chaleur sera négatif. Logiquement, ce flux de chaleur dépendra de la différence de température entre le système et l'extérieur. Il dépendra aussi de la surface d'échange entre le système et l'extérieur. Voici son expression. Donc flux est égal à H fois S fois TTH moins T. On retrouve la différence de température. Donc si la température extérieure thermostatée, c'est-à-dire constante, TTH, est supérieure à la température du système, le flux est positif. Si la température extérieure thermostatée TTH est inférieure à la température du système, le flux est négatif. On retrouve S, la surface d'échange. Newton a défini un coefficient conducto-convectif noté H et exprimé en watts par mètre carré par Kelvin ou degré Celsius, qui indique quelle puissance perd ou gagne le système par unité de surface et pour un écart de température de 1 degré ou 1 Kelvin. En gros, comment 1 mètre carré de notre système quiche va gagner ou perdre de la chaleur chaque seconde, c'est-à-dire la puissance, pour 1 Kelvin ou 1 degré Celsius de différence avec le milieu extérieur. Le coefficient H, comme la loi complète, est uniquement issu d'observations macroscopiques expérimentales, donc de mesures. Il n'a jamais été relié à des lois microscopiques de la physique. Newton n'a pas dit « voici comment ça fonctionne », juste « voici la loi pour faire les calculs ». Bon, c'est déjà beaucoup. C'est pourquoi on emploie le terme de loi phénoménologique. Nous savons que le système va voir sa température augmenter ou diminuer. Nous voulons trouver une formule qui va nous donner l'évolution de la température en fonction du temps et ainsi pouvoir tracer la courbe correspondante. Nous allons pour cela établir l'équation différentielle correspondante et trouver sa solution. C'est parti. Au départ, le système est à la température initiale notée grand T petit i. Cette température, comme toutes les autres, peuvent être en Kelvin ou en degrés Celsius, peu importe. La température du système à n'importe quel instant petit t sera notée grand T. Ne pas les confondre. En effet, grand T température dépend de petit t le temps. En mathématiques, on le noterait T, entre parenthèses, petit t. Ce qui veut dire que la température grand T est une fonction du temps petit t. La température du milieu extérieur est thermostatée, c'est-à-dire qu'elle est constante, donc c'est pour ça qu'on la note T, TH. Nous venons de voir avec la loi de Newton que le flux est égal à H, le coefficient conducto-convectif, fois S fois T de TH moins grand T. Or, par définition, le flux est le rapport de la chaleur, qui est donc noté Q, qui est une énergie en joules, sur la durée. Ce qui signifie que la chaleur est égale au flux fois delta T, fois la durée. Et si nous remplaçons le flux par la loi de Newton que nous avons obtenue auparavant, nous allons obtenir que la chaleur reçue ou perdue par le système sera égale à H fois S fois T de TH moins T fois delta T. Mais rappelez-vous que la chaleur gagnée ou perdue par un système qui voit sa température changer est aussi liée à sa masse et à sa capacité thermique massique selon la formule que vous connaissez, c'est-à-dire m fois petit c fois delta t. Delta t température. Réécrivons l'expression que nous avons obtenue avec la loi de Newton pour la chaleur.
Alors, rappelez-vous que nous voulons savoir comment la température du système varie avec le temps. Je vais donc isoler ΔT température sur ΔT temps. ΔT température sur ΔT temps, je verrai ainsi comment varie la température par rapport au temps. Donc, ΔT est déjà ici, le ΔT temps va passer de l'autre côté du signe égal, donc venir au dénominateur. Le m fois c qui était ici va aller de l'autre côté du signe égal et venir au dénominateur, mais de l'autre côté. J'obtiens donc cette expression h fois s sur mc fois tth moins t. Pour avoir une idée plus précise de la variation, nous allons prendre la limite de cette variation quand ΔT temps tend vers 0, c'est-à-dire qu'on obtient la dérivée de sa température en fonction du temps. Notez dt température sur dt temps. Vous avez déjà vu cette notation dans d'autres chapitres de spécialité physique. La dérivée de la température par rapport au temps est donc égale à ce que nous avons obtenu au-dessus, c'est-à-dire h fois s sur mc fois tth moins t. Ce qui m'intéresse, c'est la température T. Donc je vais donc ici développer ce terme de façon à pouvoir isoler le terme en T. Je vais obtenir ceci. Donc vous voyez que le terme T est là, le terme dt sur dt ici. Tous les autres termes sont en bleu pour que vous les voyez mieux. Ce sont des constantes. Je vais passer le terme en T de l'autre côté du signe égal pour obtenir ceci. J'obtiens, vous le remarquez, une équation différentielle, c'est-à-dire que dans la même équation, je vais avoir une fonction, la température, et sa dérivée. En mathématiques, cette équation pourrait s'écrire y' plus ay est égal à b. Les maths vous diront que la solution à cette équation est de la forme grand A plus grand B exponentielle moins A fois T. Par identification, entre notre formule physique et la formule mathématique, y' correspond à la dérivée, c'est-à-dire d de grand T sur dt. Y est notre fonction, grand T, la température. Petit a, petit b, donc sont les constantes qui sont ici. Donc ça veut dire que petit a que nous allons retrouver là est égal à h fois s sur m fois c. Y, on a dit que c'était la température. Donc la solution de notre équation physique d'évolution de la température est donc de la forme T égale A plus B exponentielle moins H fois S sur MC fois T, juste par identification. Il nous reste juste à déterminer grand A et grand B, qui sont des constantes qui dépendent des conditions du système. Donc je réécris notre solution. Quelles sont les conditions que nous connaissons sur notre système? Nous savons qu'à T égale 0, la température du système est égale à TI. Donc si je remplace petit t par 0, je vais obtenir a plus b fois exponentielle de 0 avec la solution précédente. Or, ça sera égal à a plus b puisque exponentielle de 0 vaut 1. L'autre fait que nous connaissons, c'est que à t égale infini, la température du système sera égale à la température du thermostat. Donc si je remplace t égale infini dans ma solution ici, je vais obtenir a plus b exponentielle de moins l'infini. Et donc ce sera égal à a, puisque exponentielle de moins l'infini vaut 0. J'ai donc déterminé que a est égal à la température TH et que a plus b est égal à la température initiale. Donc si je remplace a par t de TH, je vais avoir TTH plus b égale TI. Ça veut dire que b sera donc égal à TI moins t de TH. Donc, le donc qui attend depuis tout à l'heure, ma solution sera de la forme t égale tth plus ti moins t de th exponentielle moins h fois s sur m fois c fois t. Donc évidemment, pas évident de retrouver cette solution de la première fois. Maintenant, entraînez-vous à refaire cette démonstration pour pouvoir y arriver. Alors, cette formule que nous venons d'obtenir permet de trouver l'évolution de la température de notre système. Donc elle va correspondre à deux courbes selon que la température initiale est plus grande ou plus petite que la température du thermostat, c'est-à-dire la température extérieure. Alors sur ces deux courbes, la température est notée θ, puisqu'en général, on différencie la température θ quand on l'exprime en degrés Celsius, la température T quand elle est exprimée en Kelvin, mais connaissant les deux échelles de température, vous savez qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Alors regardons la première courbe où la température initiale est plus grande que la température extérieure.
Donc il s'agirait d'un refroidissement de notre tige, vous vous souvenez. Donc si on regarde, on va avoir ici ce terme-là qui va être positif. Donc on va avoir une exponentielle ici décroissante, donc qui aura cette forme-là. Maintenant, le fait que cette exponentielle descende plus rapidement ou moins rapidement va correspondre uniquement à ce terme-là. C'est-à-dire que plus le terme devant t, donc ce terme h fois s sur m fois c, est grand, plus la décroissance sera rapide. Donc si cette décroissance est rapide, ce terme, je vous l'ai dit, était grand, donc ça veut dire que le coefficient conducto-convectif de Newton va être important, ça veut dire qu'il y a de gros échanges de chaleur. La surface est plus grande, donc ça facilite les échanges de chaleur, donc effectivement la température va évoluer plus rapidement. La masse du système est petite, donc ça correspond à ce qu'on vient de dire, et sa capacité thermique massique est petite. Pour la deuxième figure, où la température initiale est plus petite que la température extérieure, donc vous allez voir ici un terme négatif, donc on va se retrouver avec l'opposé d'une exponentielle décroissante qui va correspondre à cette courbe-là. Donc vous retrouvez la même chose avec ici, si le terme devant le t, donc dans l'exponentielle, ce terme-là est grand, vous aurez donc une croissance plus rapide, s'il est petit, une croissance plus lente. Voilà, donc le but c'était de vous faire comprendre un peu le lien entre donc, les deux courbes qu'on a obtenues et la formule correspondante ici. À partir du moment où vous avez compris à quoi elle correspond, ça sera plus facile de pouvoir l'utiliser et de la redémontrer. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Je vous souhaite bon courage dans votre travail.